Bonsoir, la vidéo qui va suivre, c'est une interview. Sur cette chaîne, vous allez trouver des fois des sujets où je parle toute seule et des fois des sujets où j'interviewe des personnes. Donc dans l'interview qui va suivre, on va parler de la prise en charge psychiatrique des personnes qui traversent des zones de traumatisme qui affectent de façon importante, durable ou intense leur vie sociale et leur fonctionnement quotidien. Et on va en parler grâce à la personne d'Adrien qui est là, qui va nous éclairer par son témoignage personnel, mais aussi par toute une réflexion qu'il a menée en profondeur sur son expérience, puisque donc Adrien est journaliste de formation et qu'il est également l'auteur de plusieurs livres qu'on va citer par la suite et qui seront en lien dans la description de la vidéo. Je vous demande simplement de regarder et d'accueillir cette vidéo avec le plus d'intelligence intérieure possible. Il s'agit d'une vidéo qu'on a fait sur le vif. On parle de sujets qui sont personnels et s'il accepte de mettre en public certaines choses de son vécu, c'est en toute conscience de ce qu'il fait, mais c'est aussi dans une démarche de donner accès à un autre point de vue. Ni lui ni moi ne sommes médecins et on n'est pas dans le diagnostic, mais évidemment on est plus dans l'analyse du ressenti et du vécu. On postera pas beaucoup de vidéos sur cette chaîne, donc si vous voulez être alerté, n'hésitez pas à activer la clochette. À bientôt. Eh ben, c'est parti. Bonjour Adrien. Bonjour Fleur. Du coup aujourd'hui on s'est croisés et on a eu envie de faire une interview spontanée, enfin pas une interview mais plutôt une discussion, un partage un peu pour la chaîne YouTube. Donc ça fait un petit moment que moi j'avais envie de pouvoir interviewer d'autres personnes que moi-même sur cette chaîne et de parler des sujets de psychologie mais de façon beaucoup plus ouverte et notamment de la part de personnes qui à la fois ont vécu les choses de l'intérieur et à la fois ont fait un travail d'analyse et de conscientisation de ce qu'elles ont vécu. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des personnes qui sont capables de réfléchir à leur expérience, d'avoir vraiment un recul et voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé aujourd'hui de pouvoir en parler. Le sujet qu'aujourd'hui on a décidé ensemble d'aborder, c'est le thème de la psychiatrie et du coup la schizophrénie aussi aujourd'hui. Ouais. Sachant que on a tous les deux cet intérêt aussi pour tout ce qui est du monde de l'invisible et du spirituel. Ouais. Et donc on a aussi ce regard-là de conscience plus globale. Et on a des chemins différents par rapport à ça. Donc moi j'ai plus un chemin d'hypersensible autiste Asperger et très proche de la médecine parallèle et tout ça. Et donc j'ai toujours fui complètement ces milieux de psychiatrie et de médecine traditionnelle et tout ça qui m'ont toujours fait énormément peur en tant que, surtout que femme autiste qui n'est pas, à l'époque on n'était pas diagnostiqué correctement, donc c'était très risqué pour moi de s'approcher de ce milieu-là. Donc moi c'est plutôt, mon parcours ça a été plutôt de fuir tout ça et de rester à l'extérieur. Et alors que toi ton parcours il est un peu différent, là je te laisse te présenter un peu par rapport à ça. Alors voilà, moi, alors je sais pas trop par où commencer, mais on va dire que j'ai une expérience en psychiatrie, déjà comme tu dis. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. En tout cas, j'ai écrit des livres sur le sujet. Voilà, je pense qu'on peut commencer à dire ça aussi. Ouais. J'ai écrit, on va dire, pour le moment, il y a 2 livres qui sont parus, qui traitent directement du sujet. Il y en a un qui s'appelle Survivants de la psychiatrie, qui est vraiment un livre d'inspiration journalistique. J'ai fait des études de journalisme, donc je suis vraiment servi de ma formation pour prendre du recul par rapport à mon vécu, un vécu qu'à l'époque je comprenais pas vraiment. Voilà. Et je comprenais pas la manière dont j'étais prise en charge, je comprenais pas pourquoi les médecins se comportaient de telle manière, pourquoi on prescrivait tel médicament. Et surtout, ça a commencé à un moment, le livre il a commencé à un moment où je me rends compte que la prise en charge ne marche pas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une décompensation. On va dire décompensation. Parce qu'on utilise les termes de crise, de schizophrénie, ce genre de choses.
je les rejette pas complètement, mais je les accepte pas complètement non plus. Et il y a un moment où j'ai fait une décompensation, j'ai été prise en charge par la psychiatrie, et au bout de 8 ans, 8 ou 9 ans, en fait, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et que même, ça en était un point où ma vie était en danger, quoi. Et si j'écoutais les médecins, si j'avais continué à écouter les médecins et à appliquer tel quel ce qu'ils me prescrivaient, je serais plus là aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ça peut sembler extrême, mais pourtant c'est la vérité. Ouais. Et c'est vrai que c'est là, déjà on voit qu'il y a un problème. Alors, c'est ce que je disais à Flore tout à l'heure. En fait, on s'est rencontrés pour prendre un café et la discussion s'est lancée. On s'est dit tiens, de fil en aiguille, on s'est dit on va faire une discussion sur le sujet. Et en fait, alors j'ai perdu mon fil. Alors c'est normal que je perde mon fil. J'ai une pensée en arborescence. Voilà. C'est normal. Donc je perds mon fil régulièrement en interview. C'est normal. Moi aussi, t'inquiète. Il faut s'y attendre. On va faire des fils longs. Et du coup, donc pour reprendre ce que je disais, donc ça peut sembler un peu extrême, mais j'aurais plus été là. Et du coup, j'ai commencé à prendre moi-même en charge. C'est en 2017 que je commence moi-même à prendre en charge ma situation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vit une décompensation comme celle que j'ai vécue et qu'on est du coup automatiquement, parce que c'est la seule alternative en France aujourd'hui, hospitalisé en psychiatrie, en fait, on attend beaucoup des psychiatres. Ouais. On attend beaucoup c'est normal, enfin, comme un médecin classique, on a tous eu l'expérience d'aller voir un médecin parce qu'il y avait un problème, on attend toujours beaucoup. Ouais. On est vraiment en position d'attente. Et on est aussi en position de vulnérabilité, mais ça, c'est autre chose. Mais on est en position d'attente. Et moi, j'avais vécu une expérience qui avait été violente et choquante, et j'attendais qu'on m'aide. Et en fait, bon, les réponses qui ont été données, c'est du coup une privation de liberté. Alors c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce que je disais à Flore tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut beaucoup de nuances quand on parle de psychiatrie. Voilà, c'est un sujet qui est complexe et c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Voilà. Et du coup, j'étais enfermé à la demande d'un tiers, hospitalisé à la demande d'un tiers, mais enfermé, du coup privé de liberté pendant un certain temps. Et ensuite, on m'a donné des médicaments. Enfin, il y a eu des entretiens avec différents thérapeutes. Et après, assez rapidement, il y a eu les médicaments. Enfin, immédiatement, il y a eu les médicaments d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que, en fait, une autre chose que je disais à Flore tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un truc que j'ai un peu, dénié longtemps, mais c'était volontaire, en fait. Je suis resté dans une position de naïveté, en fait, par rapport à la psychiatrie, pour me faire ma propre opinion de la psychiatrie. Ouais. Et en fait, c'est vraiment récemment que j'ai accueilli l'idée que la psychiatrie était une science. Et du coup, quand vous avez face à vous, et c'est valable pour les autres types de médecins, mais en psychiatrie, en fait, la psychiatrie, ça soigne la psyché. Donc ça peut sembler surprenant qu'on fasse appel à la science, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais vous avez face à vous un scientifique. Et du coup, un scientifique, ça veut dire quelque part, alors, voilà, on est dans une société qui a mis la science au fait au centre. Mais du coup, avoir un scientifique face à soi quand on a un problème au niveau psychique, ça donne lieu à des échanges qui parfois sont un peu froids. Quand ils sont pas lunaires. On en parlera plus tard. Oui. Il peut y avoir des échanges qui sont un peu compliqués à comprendre du point de vue du patient. Mais parce que vous avez face à vous quelqu'un qui est en position de scientifique et qui va du coup parfois souvent donner l'impression qu'il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. C'est-à-dire qu'il sait des choses sur vous que vous n'êtes pas en capacité de savoir. Mais dans le sens, il le sait vraiment, ou c'est l'impression qu'il vous donne? C'est plus encore une fois, il faut de la nuance. Mais moi, je pense, le résultat de mon travail, je pense que il y a des choses qui n'ont pas encore été comprises en psychiatrie. Aujourd'hui, c'est une science, il n'y a pas de problème.
Ça a tous les aspects de la science. Il y a des médicaments. Il y a des protocoles de prise en charge. Voilà. Après, on peut discuter de l'efficacité ou pas. Voilà. Il y a des protocoles qui existent. Je pense notamment au dialogue ouvert, qui est une méthode qui a été instaurée en Finlande, qui a été développée en Finlande, qui, a priori, sont plus efficaces, mais qui n'ont pas été développées, qui sont en train d'être développées petit à petit ailleurs qu'en Finlande. Donc, bon, que ces protocoles puissent être améliorés, que cette science puisse être améliorée, je pense que, en effet, c'est possible. Mais on s'approche quand même de certaines limites de ce qui est possible de faire. Et après, je pense qu'il faut, c'est là qu'on rentre dans la spiritualité, en fait. Et c'est là aussi où les problèmes commencent quelque part, parce que moi, ça m'est arrivé en hospitalisation de parler directement à des psychiatres de spiritualité. Ça a toujours été très compliqué. Ah oui, j'imagine. Très compliqué. Il y a un infirmier qui m'a dit un jour, on trouve pas de viande dans une boulangerie. Ouais. Voilà. Alors moi, ça m'a fait sourire parce qu'on trouve souvent de la viande en boulangerie parce qu'il y a des sandwichs avec de la viande dans les boulangeries. Oui. Mais au-delà de ça, au-delà de l'image qui est maladroite, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la place pour la spiritualité en psychiatrie. C'est-à-dire, par exemple, moi, on m'a mis un diagnostic de schizophrénie. Voilà, on a fini par me mettre ce diagnostic-là. Après, je suis passé par tous les diagnostics. On a fini par me mettre ce diagnostic-là. Voilà, il faut, en fait, il y a une description clinique de ce qu'est la schizophrénie. Et moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cette description clinique. Voilà. Qu'il y a, en fait, une compréhension qui est de l'ordre du spirituel, quoi. Ouais. Super intro, du coup, parce que tu arrives à cette jointure-là, dont on a parlé tout à l'heure, ouais. Et qui nous a donné envie de lancer l'enregistrement. C'est la rencontre entre, voilà, c'est un vécu. Alors, comme t'as dit, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et ici, tu témoignes de ton vécu avec ton analyse des choses, qui est très documentée quand même, parce que t'es pas resté sans rien faire. Et donc, c'est à la fois le vécu concret, matériel, la rencontre avec l'hôpital, avec les différents acteurs de la santé mentale en France tels qu'ils sont aujourd'hui, et à la fois ton côté spirituel qui est venu là-dedans. Et la rencontre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu lunaire, c'est que je te connais un petit peu maintenant, je sais que quand t'es face, tu m'avais un peu raconté, quand t'es face à un psychiatre, tu n'hésites pas à lancer le débat sur la spiritualité aussi, et qui peut amener des échanges complètement lunaires, parce que, comme tu l'as dit, les psychiatres sont des médecins, ils basent leur travail sur des sciences mesurables et des choses qui sont tellement sûres, tellement travaillées, tellement concrétisées, que des fois, ils ont ce filtre qui empêche complètement de voir qui tu es dans ta globalité. Et finalement, la santé, c'est une histoire de globalité. Tu peux avoir un fort déséquilibre. Si tu as une bonne compensation, tu t'équilibres. Et des fois, ils ne voient que le déséquilibre, par exemple. Ou ils ne voient... Et quand tu parles de spiritualité, tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi, ce que j'entends, quand quelqu'un qui souffre parle de spiritualité, c'est aussi une façon de dire, attends, ouais, j'ai ce problème-là, mais regarde, j'ai tout ça qui équilibre le reste et qui m'ouvre des portes aussi à la guérison. Et souvent, quand on parle à quelqu'un qui a un esprit très scientifique, on se retrouve avec quelqu'un qui nous regarde à travers une lunette un peu fermée et qui va se focaliser sur la maladie, sur le truc qui va pas, et qui va, si on lui parle de spiritualité, c'est pour lui montrer qu'on a d'autres ouvertures et qu'on peut être accompagné autrement. Et en fait, au lieu de ça, le praticien en face, il va peut-être entendre juste délire spirituel, décompensation, imagination, paranoïa, mégalomanie, voilà. Il va entendre tout un tas d'autres choses qui n'y sont pas forcément, ou qui peuvent être là, mais qui sont pas les seules choses là, en fait. Enfin, je veux dire, c'est même si à un moment donné, du fait qu'il y ait du traumatique, je te laisserai en reparler aussi, mais du fait qu'il y ait des déclencheurs traumatiques qui créent des symptômes de maladie,
ça peut enclencher le truc chez le médecin qui se dit bah il y a que de la maladie ou là, enfin ça enclenche une sorte d'angoisse, enfin il ressent cette sorte d'angoisse due au traumatique, et du coup son spectre d'analyse va être focalisé sur tout ce qui ne marche pas. Et au moment où on va lui parler de spiritualité, il va mettre ça directement dans la catégorie délire mystique, etc. Et bon, moi après je te laisserai reparler de tout ça. J'ai juste envie de mettre un peu un axe là-dessus. Moi, quand je vois tout ça, pour moi, c'est vraiment, je me dis, mais le médecin n'a vraiment, il est plus aveuglé que le patient parce qu'il est enfermé par sa propre science et par aussi le rôle social qu'il joue au moment où il accompagne les patients des fois. J'ai perdu le fil. C'est ton tour. C'est mon tour. Ouais, c'est des sujets complexes et comme on est aussi tous les deux reliés à des mondes plus vastes, des fois ça vient interférer. Là, je sens qu'il y a un truc qui vient me dire attends, apaise-toi parce qu'il faut dire l'essentiel, trie un peu. Ce que je sens, c'est qu'en tout cas, le but de cet échange, c'est pas de condamner encore la psychiatrie, parce que ça ferait qu'agrandir la polarisation tout à fait entre spirituel et médical. Et que vraiment le but c'est de pouvoir englober ça en disant que le spirituel est censé englober aussi la médecine. Oui, mais c'est plus créer des passerelles, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut plus être dans cet esprit-là. Et voilà, la critique de la psychiatrie, elle existe. Voilà. On pourrait mettre mon travail survivant de la psychiatrie dans cette catégorie-là, mais ce serait pas complètement exact. Moi, j'ai essayé d'être objectif avec survivant de la psychiatrie et de faire un travail plutôt descriptif, en fait, et assez neutre au final. De raconter, dans le récit de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais compris de la psychiatrie. Alors, dans ce que tu dis par rapport à la spiritualité, donc, j'ai écrit survivant de la psychiatrie, donc j'en ai parlé, qui décrit mon expérience en psychiatrie de 2008 à 2020. Et ensuite, j'ai écrit un roman, qui est une autofiction, qui s'appelle La Saison des Mythes, où en fait, j'explore le rétablissement, c'est-à-dire comment récupérer les hospitalisations, et qui sont des moments qui sont souvent assez durs, et aussi l'éveil spirituel. Et c'est là, en fait, l'écriture de ce livre, c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, la schizophrénie, la psychose, est-ce que ce serait pas autre chose? Et du coup, j'ai commencé, j'étais en phase d'éveil spirituel à ce moment-là, et j'ai commencé à m'intéresser aux autres dimensions, à la mythologie, aux mythes. Et en fait, j'ai rencontré, pendant l'écriture du roman, j'ai rencontré une autrice, qui s'appelle Sylvie Vercher. En fait, j'ai acheté un de ses oracles. En fait, ça a commencé avec un oracle dans une librairie de la ville. Et j'ai vu cet oracle, c'est un oracle sur les déesses. Et moi, dans ce que les médecins appellent des délires, j'avais rencontré Athéna. Et du coup, j'ai vu l'oracle, j'ai vu qu'il y avait Athéna dans l'oracle, je me dis, je vais acheter l'oracle. Quelque temps après, j'ouvre l'oracle, je le parcours un petit peu, et je vois qu'à la fin, il y a les contacts de l'autrice. Et du coup, je lui écris. Et elle me répond. Je lui explique que je suis en train d'écrire un livre, que je suis en train d'écrire La Saison des Mythes, que ça parle de rétablissement, que ça parle de santé mentale, etc. Et du coup, elle me répond, je lui réponds poliment, mais j'insiste pas, je veux pas la déranger. Et en fait, c'est elle qui me renvoie un message, et en fait, on a commencé un échange par mail qui a duré plusieurs mois, et où en fait, elle m'a expliqué qu'en fait, la dimension du mythe, en fait, parce que la définition courante du mythe, si vous tapez sur Google ou sur ChatGPT, vous allez avoir comme réponse que le mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Par définition, et c'est là où il y a un très gros malentendu d'ailleurs, c'est que par définition, dans notre société, le mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Je pense qu'il faut très vite sortir de cette définition. Parce que le mythe existe. Et alors, quand je dis le mythe existe, je parle vraiment d'une dimension alternative de la réalité. On pourrait même utiliser la notion de multivers. Moi, je pense que ce serait adapté. C'est une dimension alternative de la réalité qui, en fait, existe.
Et ce que j'ai compris, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que par rapport, moi on me dit schizophrénie, ce qui correspond à un tableau clinique très précis, enfin plus ou moins précis d'ailleurs, parce que les définitions sont assez variables. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, à cause de différents traumas qui sont de différentes natures, et j'ai vraiment exploré, j'ai fait un gros travail thérapeutique. Je disais que je m'étais prise en charge parce que je voyais que ça marchait pas la prise en charge en psychiatrie. J'ai commencé à faire la thérapie de mon côté. Donc j'ai vraiment exploré ça, et j'ai notamment exploré les sources traumatiques. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a différentes sources traumatiques. Alors aujourd'hui, j'ai fait le maximum que je pouvais faire par rapport au trauma. Il y a peut-être encore des petites choses à faire à la marge, mais j'ai déjà fait la plupart du travail. Mais il n'empêche que ça laisse des traces. Ces traumas laissent des traces. Et que si je ne prends pas de médicaments de neuroleptiques, mon esprit va se décaler par rapport à la réalité. Et du coup, rejoindre cette fameuse dimension du mythe. D'accord. Et ça, c'est la conclusion de mon travail, de mon livre, La saison des mythes. Okay. Voilà. Et juste pour la petite parenthèse, et après je te laisse parler, en fait, donc il y a Suivant de la psychiatrie, La saison des mythes, et il y a 2 autres livres qui arrivent sur le sujet. Il y en a un qui s'appelle Doit-on donner des neuroleptiques à un chaman? Je reviendrai dessus plus tard. Super. Et il y en a un autre qui s'appelle La leçon d'échec. Voilà, qui sont la continuité de ce travail. D'accord. Qui sont en train d'être écrits du coup? Alors, tu as écrit Doit-on donner des neuroleptiques à un chaman? Il est en correction. Ok. Et la leçon d'échec, il est en 2e phase d'écriture. Voilà. D'accord. Super. Je savais pas. J'en apprends tous les jours. Donc pour la petite info, moi je suis une non-lectrice, c'est-à-dire que vraiment je suis incapable de lire un livre de A à Z, hein, je le dis. Donc les livres dont tu me parles, c'est des livres dont tu m'as déjà parlé. Et en fait, ce que je connais de ton travail, c'est parce qu'on en a parlé. Et que je ressens aussi beaucoup la façon dont tu travailles. Mais donc voilà, juste pour la petite info, ne soyez pas étonnés en regardant cette interview si je dis ah oui sur des choses qui sont dans les livres, parce que je découvre moi aussi en même temps. Et c'est super. Moi, vraiment j'aime beaucoup découvrir. J'ai plus de facilité à me plonger dans la complexité d'une personne que dans un livre. Donc c'est vrai que par les échanges avec toi, je sens, ça transparaît, tout ce que tu as à transmettre transparaît, et je m'en nourris. Mais voilà. Donc mais c'est super que tu cites ces livres, et je suis hyper curieuse. Peut-être que je vais quand même me remettre à la lecture à un moment. Je suis hyper curieuse de voir ça. Parenthèse fermée, je ne sais plus, alors que t'as dit beaucoup de choses. Je parlais de la dimension des mythes. Ouais, j'avais envie de reprendre un peu ça. C'est quand tu dis les mythes existent, moi je l'entends de 2 façons. J'entends, ils existent déjà de par notre culture. On lit, enfin, jusqu'à aujourd'hui en tout cas on lisait. On espère qu'on va continuer. Mais on a lu et étudié tous des mythes et des histoires qui ont façonné notre pensée, donc ils existent dans l'inconscient collectif. Voilà. Et après, donc ça ils existent par la culture. Et après, on peut même le voir du côté du point de vue de la création. Des fois, on dit que toute réalité commence dans nos esprits. À partir du moment où on crée une réalité dans nos esprits, elle existe quelque part. Tout à fait. C'est là, ça rejoint le multivers, c'est que c'est pas seulement une question de culture ou d'inconscient collectif, c'est qu'à partir du moment où quelque chose a été pensé par quelqu'un, il existe, il est là dans les ondes. Et les mythes ayant été pensés, racontés et refaits et revus par des milliards de gens à travers le monde et sous formes différentes, on a même pu observer qu'il y a des mythes communs à une culture et à une autre, alors que au moment où ils ont été créés, les cultures se connaissaient pas. Donc c'est là que on sait bien que l'esprit va germer dans nos cerveaux à différents endroits de la planète, avec des idées qui peuvent se ressembler et qui prennent différentes formes. Donc je trouve que ça rejoint cette idée que oui, le mythe il est réel, c'est notre histoire d'humanité. Tout à fait. Il est aussi vrai que l'histoire officielle qu'on met dans les livres presque, parce qu'il nourrit autant notre réalité en fait. Tout à fait. Ce que tu viens de dire, c'est
c'est vraiment la continuité de ce que je voulais dire. C'est exactement ça. Et du coup, ça rejoint vraiment, ça confirme cette idée que dire le mythe n'existe pas, c'est un peu une grosse bêtise, quoi. Oui. Dire le mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une bêtise. Pour moi, c'est symptomatique de la pathologie scientiste, qui est, vu qu'on peut pas le voir au microscope, ça n'existe pas. Enfin, quelque part, il n'est pas entré dans les données, je l'ai pas vu à l'école parce que je suis pas un littéraire et que j'en ai rien à foutre, donc ça n'existe pas. Enfin, je fais des gros raccourcis, hein. Ce truc et c'est vraiment aussi, c'est une pathologie que les scientifiques ont. Je suis désolée, moi j'y vais fort, hein. C'est pas forcément, on n'a pas le même langage, hein. Moi je suis beaucoup plus énervée contre, non pas les scientifiques, mais les scientistes, les personnes qui mettent la science au centre de tout. C'est que ces personnes-là, lancées à vive allure dans la vraie vie, sont de vrais dangers. Moi j'ai rencontré des médecins des fois, ou même des psychologues, parce que même si je suis pas allée jusqu'à la psychiatrie, j'ai rencontré pas mal de psychologues et plein de fois je suis rentrée dans leur cabinet puis j'en suis ressortie parce que le temps d'une séance, le temps de voir s'il y avait quelque chose à creuser, mais en fait il y a quelque chose qui est tellement sûr de soi que la réalité que nous on apporte en séance n'a pas du tout sa place. À partir du moment où notre propre réalité n'a pas sa place, elle peut pas être accueillie, elle peut pas être transformée. Donc on va pas nous emmener ailleurs, on va juste nous dire t'es pas comme il faut, t'es pas comme il faut, t'es pas comme il faut. À partir de là, il y a aucune guérison qui est possible. En fait, je reprends ce que tu disais sur qu'en fait, si ça se voit pas au microscope, ça n'existe pas. Tu vois, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de clé, parce que quand on commence à rentrer dans le spirituel et à avoir des expériences spirituelles, et je parle pas juste de prier ou d'avoir une intention, etc., mais plus de vraiment de rentrer dans l'expérience. En fait, on se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui existent et qui ne sont pas mesurées. Après, il y a des choses qui sont peut-être pas mesurables, d'ailleurs. Et qu'il faudra peut-être accepter que scientifiquement, il y a des limites, des choses qui sont pas mesurables ou pas prouvables. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi éventuellement être prouvées qui le sont pas encore. Mais voilà. Bon voilà, moi je dis je vraiment j'essaye de rester dans une nuance. Parce que voilà, parce que là mes séjours en psychiatrie m'ont appris une forme de nuance aussi. Mais j'entends ce que tu dis sur le scientisme. Et c'est vrai que moi quand j'étais en hospitalisation et que j'expliquais que voilà que je suis chaman en fait, et que peut-être qu'il faut le prendre en compte que je suis chaman. Voilà. Et en fait vous avez quelqu'un face à vous qui présente un tableau clinique qui est de l'ordre de la schizophrénie selon les diagnostics officiels, mais cette personne vous explique qu'elle est chamane. Elle vous donne des preuves, par le discours, parce que c'est la seule chose qui est un discours structuré, prouvant que je suis chaman. Ça n'a pas du tout, ça, j'allais dire évidemment, mais malheureusement non, et ça n'a pas été accueilli. Et moi j'ai croisé des gens en hôpitaux, je veux pas dire du mal de Claire Jequier, parce que je l'aime beaucoup, mais donc Claire Jequier, c'est une psychiatre que j'ai interviewée à la fin de Survivants de la psychiatrie, parce qu'en fait je soulevais des questions, et il m'a semblé pertinent d'interviewer une psychiatre ou un psychiatre pour apporter des réponses. Et donc il y a Claire Jequier qui s'est proposée, et en fait je lui ai posé la question s'il y avait des gens en psychiatrie qui étaient de l'ordre qui étaient des médiums ou des choses comme ça. Quand tu dis en psychiatrie, c'est des praticiens ou des patients? Des patients. D'accord. Des patients. Et elle m'a dit non, il n'y en a pas, il y a pas. Il y a pas de, en gros, il y a pas, enfin. Il n'y en a aucun, c'est impossible. Non, voilà. Et moi, j'en ai rencontré. Moi, j'ai rencontré des médiums. J'en ai au moins 2 en tête. 2 médiums, 2 femmes, qui avaient clairement des capacités médiumniques et qui étaient en HP, quoi. Ouais. Et qui étaient maltraitées Ouais. Et voilà, parce que j'ai beau être dans la nuance, moi, un des constats que je pose avec suivant la psychiatrie, c'est qu'il y a quand même pas mal de maltraitance en psychiatrie. Voilà. Et du coup, c'est-à-dire que la méthode actuelle est imparfaite au point de générer des formes de maltraitance. Voilà. Donc voilà.
Et pour moi, s'il y a quelqu'un qui arrive en hôpital et qui parle d'expérience spirituelle, ça devrait être une porte vers une solution et pas une stigmatisation et une pathologisation, quoi. Ouais, exactement. Bah ça, tu sais très bien que je te rejoins là-dessus, parce qu'on a déjà eu on a déjà eu l'exemple ensemble, hein, de voir comment toi t'étais traité à l'intérieur, et comment moi de l'extérieur, je me disais quoi, hein. C'est pas possible, quoi. C'est pour moi, mais même des fois c'est. Alors moi, c'est vraiment des rencontres avec les personnes. J'ai pas beaucoup passé de temps. Ça m'est arrivé d'entrer dans des hôpitaux pour accompagner quelqu'un, ou de discuter avec quelqu'un qui est hospitalisé, et du coup j'ai eu des feedbacks, de croiser quelqu'un aux urgences, une femme qui me dit ils veulent pas me laisser sortir, et on voit qu'il y a une telle angoisse qui est là, que finalement c'est vrai qu'elle a l'air folle, cette dame, parce que si je mets du vocabulaire bêta, c'est vraiment, on se dit bah oui, entre l'angoisse et puis ce qu'elle dit, c'est pas cohérent, enfin bon. Et en fait, avec une sensibilité comme celle que j'avais, je voyais très bien la différence entre quelqu'un qui est dans un délire et qui croit n'importe quoi, et quelqu'un qui est complètement dans une angoisse parce qu'il n'est pas vu tel qu'il est. Ouais. Ça peut être, c'est un truc que n'importe qui peut se retrouver dans une angoisse immense. Tu prends un médecin de renommée internationale et puis du jour au lendemain tu le mets dans une pièce fermée et tu lui dis monsieur, non, vous n'êtes pas doctorant, non, vous n'avez pas soigné ces gens-là, non, tu te mets à nier sa réalité. Et le mec, il en a pour 24 heures avant de faire une décompensation et d'exploser, en fait. Parce que c'est tout ce qu'on a construit. Et donc, quand on est en face d'une personne médium, etc., il faut savoir que même si elle n'est pas reconnue officiellement, elle, à l'intérieur, elle a un chemin de construction de sa médiumnité. Il y a une histoire. Ça a une réalité. Donc, c'est d'une violence extrême pour ces gens-là. Et pour reprendre l'exemple de cette dame, c'était à l'époque en Allemagne, je l'avais croisée en Allemagne, cette dame, donc c'est pour dire, hein, pourtant j'ai trouvé en Allemagne beaucoup plus d'ouverture sur ces sujets-là, et encore, elle passait sa vie en HP, parce que elle était pas entendue, quoi, et elle me disait, non, mais je peux rien dire, et pourtant je sais des choses à distance, puis en fait quand je l'ai dit, hop, ça me réenferme. Et elle savait des choses sur son fils qui habitait Paris, par exemple, et qui n'était plus en communication, mais elle avait une communication médiumnique directe. Donc quand elle disait, bah là, il faut vraiment que j'aille le voir, parce que là, il y a un souci, elle passait pour une timbrée totale. Et moi, quand elle m'a parlé, j'ai bien senti qu'il n'y avait aucun souci dans ce qu'elle disait. Ça correspondait tout à fait à ce que moi, je ressentais à ce moment-là. J'étais aussi en Allemagne, j'étais aussi connectée à ce qui se passait à Paris, parce que il se trouvait que c'était la période des attentats, Charlie Hebdo, etc. Ça commençait à chauffer. Et donc moi, des fois, je me réveillais le matin avec des sensations corporelles de « Oula, il y a eu des attaques ». Puis après, dans la journée, on me disait « Tu sais ce qui s'est passé ?» Donc moi-même, j'ai pu avoir cette expérience-là, qui était assez encore, on va dire, un peu nébuleuse. Hein. J'y portais pas grande attention, mais je le sentais. Et ouais, c'est fou, là, la violence qu'il peut y avoir par rapport à cette médiumnité et tout ça. Ça ouvre vraiment sur encore cette vieille guerre du scientifique qui ne veut pas que quelque chose lui échappe, qui ne veut pas considérer que son cerveau n'a pas accès à tout. Et en même temps, c'est une vraie schizophrénie de système. Ouais. Parce que le scientifique qui n'utilise que son mental pour analyser, et qui ensuite se met en colère contre l'autre être qui vient lui dire il y a d'autres sources d'informations, comme si on essaie de le détrôner, comme si on essaie de détrôner toutes ces années d'études, alors qu'on essaye juste de lui dire, regarde, tu as la deuxième partie de toi-même en bas, reconnecte en bas, et tu vas voir comme moi qu'il y a d'autres sources d'informations. Et oui. Mais c'est pour ça que moi, j'ai envie d'être très nuancé. Parce que si, en plus, c'est pas par stratégie. Par bienveillance aussi. Oui, pédagogique. Oui, aussi, mais aussi par souci d'efficacité. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est pas par stratégie machiavélique. Ah non. Voilà. C'est juste que, en fait, mais tu vois ce que tu dis, je trouve c'est très intéressant c'est vraiment cette opposition bête et méchante entre spiritualité et science. Ouais. Tu vois. C'est vraiment, alors historiquement, il y a eu plein d'oppositions dans ce domaine-là. Après, il faut surtout pas, bien sûr, confondre spiritualité et religion. Ah oui, non.
Et d'ailleurs, toi, quand tu dis spiritualité, pour moi, c'est plus le monde du sensible et le ressenti intérieur. Je vais même pas mettre ces mots-là, mais c'est une sorte de conscience globale de nos sens, en fait, de ce qu'on est capable de capter. Pour moi, c'est plus à ce niveau-là. Ouais, alors c'est une bonne définition. Donner une définition simple de la spiritualité, là, tout de suite, c'est un peu difficile pour moi. Ouais. Moi, je la mets plus comme une somme d'expérience. Tu vois? Et voilà. Et je vais rebondir sur un truc. J'ai cité un livre qui est en cours d'écriture, en cours de correction, qui s'appelle Doit-on donner des neuroleptiques à un chaman, qui est la suite directe de Survivants de la psychiatrie, et qui reprend la même forme que Survivants de la psychiatrie. Donc c'est la fin de mon parcours de recherche personnelle, qui s'arrête à la publication de Survivants de la psychiatrie jusqu'à récemment, en fait. Donc de 2020 à 2025. Et en fait, on pourrait être surpris que je me dise chaman, et que d'un autre côté, j'ai un diagnostic de schizophrénie. Alors, la première chose que je tiens à dire, c'est que souvent, les chamans, moi-même, j'avais cette image que le chaman, en tant que chaman, je devais être irréprochable en termes de santé. Mais, en fait, souvent, les chamans, ils ont des soucis de santé. Ou des problématiques personnelles. Parce qu'ils en ont pas, ils peuvent pas apprendre à guérir les autres non plus aussi. Voilà, il y a souvent, il y a un parcours initiatique qui se fait à ce niveau-là. Et puis, de toute façon, autant, moi, si je suis face à un médecin, je vais dire oui, en effet, j'ai une schizophrénie, etc. Alors, je dis bien, j'ai une schizophrénie et pas je suis schizophrène. Surtout pas dire que quelqu'un est schizophrène, c'est extrêmement stigmatisant. On ne dit pas de quelqu'un qui a un cancer qu'il est cancéreux, quoi. C'est vrai. Donc voilà, qu'il est boiteux parce qu'il lui manque une jambe. Non, voilà. C'est des choses qui se disent pas. Dire de quelqu'un qui est schizophrène, c'est extrêmement violent. Donc voilà, on peut dire qu'on a une schizophrénie. Donc face à un médecin, je dirais oui, par pédagogie encore une fois, oui, j'ai une schizophrénie, oui, il faut que je prenne des médicaments régulièrement. Mais vous avez bien compris que de par mon travail, j'avance d'autres pistes. Et une notion que je voulais apporter dans notre discussion, c'était la notion de sémantique de la psychose. Et la sémantique de la psychose, c'est le titre je crois que c'était de la deuxième partie de la saison des mythes, soit une partie, soit un chapitre. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée, parce qu'en fait, t'as utilisé le mot de fou ou de folie. C'est bien que tu l'aies utilisé parce que, en fait, officiellement, en psychiatrie, on n'utilise jamais ce terme-là. Ah oui. On dit jamais d'un patient qu'il est fou ou quoi que ce soit. Oui, mais il est là, le mur est là quand même. Par contre, dans les faits, les gens sont traités, parfois, comme tels. Voilà. Après, il y a des choses qui sont dysfonctionnantes dans la science psychiatrique. J'en parle dans la psychiatrie. Mais c'est pas ça dont je veux parler là. C'est plus de dire, c'est inspiré aussi. Il y a le dialogue ouvert finlandais qui parle qui reprend cette thématique-là, mais de dire en fait que quelqu'un qui est en psychose, qui a le symptôme de psychose, qu'en fait la psychose c'est pas un diagnostic, c'est un symptôme. C'est un symptôme de certaines pathologies, voilà. Et en fait, ce qu'il dit a du sens. Et là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les dimensions parallèles. En fait, il y a à la fois une histoire de dimension et à la fois une histoire d'univers parallèle. C'est vraiment des mots qui sont proches, mais il y a des nuances un petit peu. Mais on rejoint sur cette même idée qu'en fait, moi, ma théorie principale, en fait, pour le dire, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en fait, quelqu'un qui déclenche une psychose, il le déclenche pour se protéger. Donc, les psychiatres verront des symptômes, des organisations de la pensée, etc., logorées ou des choses comme ça. Mais en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est de se dire en fait, ok, donc ce gars-là, il a déclenché une psychose, c'est parce qu'il a un problème, et donc il cherche à se protéger mentalement et psychiquement d'une souffrance. Dans mon cas, c'est des traumas. Je suis à peu près certain aujourd'hui que si je passe en psychose parfois, enfin si sans médicaments je passe en psychose, c'est à cause de traumas. Il y a différents types de traumas, il y a des vies antérieures, il y a de cette vie-là, il y a différentes choses. Mais voilà, et du coup, les psychiatres, les soignants en psychiatrie devraient se dire par rapport à quelqu'un qui est identifié comme étant en psychose, qu'en fait, la psychose, et c'est ça ma théorie, c'est qu'en fait,
c'est un moyen de protection de l'esprit. En fait, l'esprit bascule dans la dimension mythologique, une dimension parallèle de la réalité, pour se protéger. Et ça, j'ai juste envie de dire, ce truc-là, tu l'analyses très bien parce que tu l'as vécu, t'as eu besoin de mettre des mots dessus. Ouais. Mais faut quand même savoir que y a énormément de gens qui vivent ce truc-là à petite échelle aussi. Ouais. C'est un processus qui est tout à fait normal. Même avec la douleur physique, combien de fois, hop, on se fait mal au pied, bon bah on prend un Doliprane, hop, on cache le problème, et puis on regarde un film le temps que ça agisse. C'est vraiment un processus qui est adaptable à plein de situations. Et tout le monde a des traumas dont il a une stratégie intérieure qui s'est mise en place pour éviter de le voir. Et simplement, si j'explique un peu, parce que il y a peut-être des gens qui connaissent pas du tout ce vocabulaire-là, et le mot psychose, ça peut peut-être être un peu flou. Mais de mon point de vue, si j'essaye de simplifier, c'est que avec un trauma on va dire de force peut-être moyenne, il va y avoir une forme de dissociation, mais qui va être pas complètement, peut-être pas complètement déconnecté. On va continuer à ressentir le trauma et petit à petit, ça peut se réassocier au fil de la vie ou des thérapies, tout ça. Et dans la psychose, je pense que ce qui est symptomatique, c'est le côté qu'il y a la dissociation, elle est assez forte et que ça crée vraiment un isolement de la réalité. Le cerveau, il dit vraiment non, je veux rien savoir de cette expérience. Donc le corps, le système nerveux se souvient, le trauma est là, et on avance dans la vie avec un cerveau qui ne veut rien savoir. Et l'univers étant blagueur, il nous envoie souvent des choses qui viennent réveiller ce trauma-là, parce qu'il faut notre âme a envie de le guérir, hein, donc ça vient, et puis ça vient toucher ce truc-là. Et c'est là que le cerveau, il va changer de route, il va se mettre à côté, et il va y avoir une sorte de dissonance, et c'est là que dans ton cas, ça peut être, hop, tu vas te réfugier dans les mythes, et c'est ça qu'on va appeler de la psychose, hein, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour expliquer que c'est un phénomène qui est explicable, qui est à peu près compris maintenant, en tout cas par des gens qui analysent, on peut le comprendre. C'est pas un truc, la psychose, ça veut pas dire ça y est, on est fou, c'est perdu. Pas du tout. C'est une dissociation qui est assez forte, qui pose de vrais problèmes dans l'intégration sociale et dans la vie de tous les jours, mais qui est pas sans retour non plus, parce qu'aujourd'hui on a quand même des thérapies qui permettent de petit à petit organiser une décompensation douce. Il y a quand même des choses possibles. Et c'est à la base, comme tu l'as dit, c'est bien une défense pour que on puisse continuer à vivre. Le cerveau se met en mode dans une réalité parallèle. Toi c'est ça, moi ça va être me mettre sur de la peinture, ça va être me gaver de séries pendant 10 jours non-stop. Alors maintenant plus trop, mais j'ai eu des périodes comme ça où ma dissociation était assez forte, du fait qu'en tant qu'autiste ma sensibilité n'avait pas été respectée, ça a créé des traumas très importants, hein, donc il y a eu des moments où j'organisais cette dissociation, effectivement. Et après, étant une femme, étant dans des milieux artistiques où j'ai eu beaucoup d'outils pour gérer mes névroses, j'ai su, à partir de ces outils, j'ai su créer des outils pour gérer ce qui dépassait de la névrose et ce qui était vraiment problématique. J'ai pu le gérer à ma façon. Alors ça a dérangé bien sûr beaucoup de personnes dans mon entourage, parce qu'ils voyaient que ça dépassait la norme de la névrose. Mais moi, je sais que j'ai pu la gérer quand même d'une façon qui s'est cachée du corps médical. Enfin, j'ai pu dire non, vous vous occuperez pas de moi avec vos techniques de malade là. Je ne veux pas de vous dans mon truc. Et je trouve ça important de le dire parce que ça peut, petit à petit, on peut organiser un truc un peu plus soft. Mais après, voilà, je dis pas que c'est bien de cacher sa douleur parce que ça occasionne tout problème, c'est qu'on peut être traité comme une personne qui va très bien, alors qu'on a des grandes fragilités, etc. Ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, je trouve. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire pour compléter, éventuellement, moi, terminer de mon côté, en tout cas, ce que j'aurais à dire sur ce sujet pour aujourd'hui. Mais en fait, c'est que ce que j'ai compris par rapport à mon exploration spirituelle. J'ai compris que j'étais bouddhiste, voilà. Donc j'ai exploré ce qui était la thématique tout simplement du karma et de la réincarnation, qui sont vraiment des grands classiques du bouddhisme. Et j'ai pas mal exploré la réincarnation. J'écris sur le sujet, j'ai un livre de nouvelles sur le sujet qui est en cours d'écriture, qui est un projet.
Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que alors je crois pas au destin. Je tiens à préciser tout de suite que je crois pas au destin. Il y a des gens qui pensent que tout est écrit. C'est ce que d'ailleurs, par rapport à de la science d'ailleurs, que par rapport à l'ADN, tout est écrit. Et moi, on m'a des gens qui pensent comme ça, donc qui pensent vraiment qui croient que le destin existe, que tout est préécrit à l'avance. Moi, je pense qu'on peut faire des choix. Je crois au choix. Je pense qu'on peut faire des choix. Et je sais que j'ai choisi dans cette incarnation d'expérimenter, de vivre l'expérience que j'ai vécue, que c'était un choix. Alors, j'ai pas choisi d'expérimenter une schizophrénie, parce que comme vous l'avez compris, comme tu l'as compris, je remets en cause, j'apporte une vision alternative à la vision classique, à la nomenclature classique de la schizophrénie. Voilà. Mais en tout cas, j'ai choisi d'expérimenter le passage dans les mythes, par exemple. Voilà, pour le dire de cette manière-là. Et du coup, voilà, je tenais à préciser ça que j'avais compris et le fait de comprendre ça, on pourrait dire que c'est un peu masochiste. C'est chiant qui m'a fait peur. C'est un peu masochiste de vouloir expérimenter ce genre de choses. Alors ça n'a rien à voir avec du masochisme, c'est plus c'est lié au bouddhisme en fait, c'est lié à la démarche du bodhisattva. Le bodhisattva en fait, il va faire en sorte que l'objectif du bodhisattva, c'est de supprimer la souffrance dans l'univers. Donc voilà, il y avait un problème avec la psychiatrie, il y avait un problème avec la schizophrénie. Donc j'ai choisi d'avoir des expériences qui étaient en lien avec ça pour pouvoir travailler sur le sujet et apporter une une contribution sur le sujet. Ouais. Donc là, quand tu dis j'ai choisi, c'est en tant qu'âme, en tant qu'être non encore incarné. Voilà. Tu as vu le problème et t'es dit, allez, je reviens là, m'incarner, pour vivre ce dharma-là, en fait. Exactement. Cette mission de vie, dharma, ou peu importe. Voilà. Cette action-là qui va s'étirer le long de ta vie et qui va faire que du coup, t'as eu besoin de cette expérience en psychiatrie aussi, t'as besoin de... Mais clairement, même, ce que j'entends, ce que j'adore dans les discussions avec toi, c'est que on entend dans ta façon d'analyser des choses que tu te prêtes au jeu de la vie. Quelque part, même dans les pires moments d'hospitalisation et tout ça, il y a vraiment ce truc de je suis là en tant que journaliste, quoi. Je suis là en tant que je suis là aussi pour regarder comment ça se passe, pour analyser, pour en parler. Il y a une mission derrière. Je suis pas juste là parce que j'ai été pris par un gouffre, quoi. Et ça, je trouve que cette intelligence-là, elle est vraiment au service de ce dharma-là que tu as choisi d'accomplir et du coup de l'aide aussi. C'est une aide à l'échelle humaine, en fait. C'est quelque chose de... Voilà. C'est quelque chose qui te permet d'écrire des livres et qui seront petit à petit lus et qui vont peut-être petit à petit diffuser participer à une connaissance différente de la maladie, en tout cas, ou de si on voit ça comme une maladie. Ouais. Ou de cette expérience. Ouais. Voilà, comme moi je le vois un peu différemment qu'une maladie, mais voilà, ouais, du coup. Ouais, je dis ça à ce mot pour raccourcir, mais c'est vrai que c'est une expérience de perception du monde plus qu'une maladie. Voilà. Et t'as des choses à ajouter? Non, moi c'est bon, j'ai fait le tour. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Flore. De ton super témoignage. Moi, ça me donne plein d'idées, évidemment, peut-être pour les vidéos suivantes, mais on verra. Ouais, ce que j'aimerais dire juste pour conclure, c'est que mon intention avec ces vidéos et ces interviews, c'est de pouvoir ouvrir des portes en ayant la chance de rencontrer des personnes qui sont OK pour parler de leurs expériences, ce qui est quand même toujours courageux, il faut toujours le souligner. Ça demande un certain militantisme intérieur de se dire je vais témoigner publiquement de ce que j'ai vécu, pas pour me faire plaindre, pas parce que je me rends pas compte de ce que je dis publiquement, mais parce que je sais que cet acte-là a un impact pour les autres aussi, que je contribue à plus grand en faisant ça. Donc ça, c'est hyper précieux. Et pour moi, l'intention de pouvoir poster des vidéos ici, c'est vraiment que ce soit nourrissant autant pour les personnes qui vivent l'expérience de l'intérieur que pour les personnes autour qui essayent de comprendre ce qui se passe.
et aussi pour les médecins, et aussi voilà, pour les psychologues, les personnes qui sont dans des institutions et qui accompagnent. On sait très bien, même si voilà, moi je suis très en colère contre tout ce qui est institutionnel, je sais très bien que les personnes qui y travaillent, avant tout elles y travaillent parce qu'elles ont besoin d'avoir un travail, parce qu'elles ont fait ces études-là, parce qu'elles ont des compétences dans tel domaine, et qu'à un moment donné elles trouvent un poste à cet endroit-là. En général, la vie c'est ça, quoi. Pour la plupart des gens, c'est ça. Et je sais bien tout ça, donc je veux juste redire que le but c'est d'ouvrir des portes, c'est pas de critiquer, c'est pas de condamner, et que je sais bien que ces personnes-là, si elles étaient en dehors du système, elles auraient une vision aussi, et elles seraient capables d'analyser et de voir ces choses-là qu'on dit. Et si on les dit ici, c'est pour que le soir, en rentrant, elles puissent regarder des vidéos de gens qui ont une vision extérieure, et se nourrir de cette vision-là, pour que dans leur approche de tous les jours, ça puisse aussi nourrir leur pratique, quoi. Moi, c'est un peu un espoir que j'ai aussi, quoi, en faisant ça. Ok. Voilà. Je vais m'arrêter de parler, on a beaucoup dit de choses, et merci beaucoup. Merci à toi, Fleur. Et, pardon, juste un petit briefing. Donc, on va rappeler les 4 titres de tes livres, et puis je mettrai les liens en description. Ça marche. Alors, en fait, il y en a 2 qui sont publiés dans ceux que j'ai cités dans la vidéo. Il y a Survivant de la psychiatrie. Voilà. Et il y a La saison des mythes. Voilà, les 2 autres, c'est Doit-on donner des neuroleptiques à un chaman, qui est en cours de correction, et La leçon d'échec, qui est en cours de réécriture. Voilà, ok. Donc là, je vais mettre les liens des 2 premiers livres qui sont à la publication de la vidéo, et puis je mettrai les 2 autres titres, et quand on aura les liens, on les rajoutera sous la vidéo. Comme ça, si vous êtes intéressé de commander les livres, et ben n'hésitez pas. Ça soutient son travail, qui n'est pas des moindres. Et puis ça permet de faire voyager cette connaissance. Il y a des gens qui apprennent mieux en lisant, d'autres en écoutant des vidéos, donc soyez intelligents là-dedans. Aidez-nous aussi à transmettre ces connaissances et ces analyses, parce que c'est un vrai... Enfin, moi j'y crois beaucoup, je vois vraiment que le monde évolue aussi comme ça, parce qu'on parle des choses, parce qu'on débriefe, on débunk, on propose des solutions. Et que ce soit en partageant la vidéo, ou que ce soit en partageant le lien vers le livre, ou en achetant un livre pour le faire lire à quelqu'un, allez-y, quoi. Vous faites partie de cette énergie, et de cet enseignement-là, en diffusant aussi. Chaque petite action de diffusion et de partage fait partie de cette... moi j'ai le mot activisme qui vient vraiment tellement... J'ai de la colère par rapport à des personnes qui vivent encore de la maltraitance, quoi. Dans les institutions et en dehors. Donc vous faites partie de cet activisme quand vous acceptez de partager une vidéo ou d'en parler, et ça a un sens. Faut pas oublier que c'est ça qui fait évoluer au bout de la chaîne. Ouais. Voilà. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. On aura sûrement l'occasion de revoir Adrien sur cette chaîne, pour des sujets plus spirituels, peut-être plus sympas aussi. Moins lourd. Je pense qu'on a fait le plus lourd pour commencer, là. Ouais, là on a commencé par le plus difficile, poser la pierre fondatrice, mais on aura sûrement des sujets plus légers par la suite. Voilà. À bientôt! Au revoir.